Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une troisième partie, mais avant cela, j'aimerais d'abord présenter des excuses. Sur la page de garde des deux précédents cours, j'avais indiqué que c'était un cours prévu pour les L2. Il va de soi que c'est pour les L3, c'est pour vous. Enfin bon, vous aviez compris, ça n'a pas grande importance. Les fautes de frappe, ça arrive. J'aimerais aussi apporter une petite précision par rapport au cours de la semaine dernière. J'avais passé un moment à poser la question de la motivation des élèves et des motivations justement que l'école peut leur donner, expliquant que les motivations traditionnelles, anciennes, ou d'autres motivations plus récentes avaient perdu leur pouvoir mobilisateur. Et en fait, je crains d'avoir présenté les choses de façon un peu trop négative, parce que, effectivement, je ne retire rien à ce que j'ai dit sur le fait que les motivations qui ont pu fonctionner à une époque fonctionnent beaucoup moins bien et ont perdu de leur pouvoir mobilisateur, mais je trouve que c'est à y réfléchir, la façon dont j'ai présenté ça est peut-être un peu désespérante dans la mesure où je n'ouvre pas de perspective. Alors c'est pas tellement le but de ce cours qui consiste à présenter la situation telle qu'elle est, mais je crois qu'il faut s'interroger un petit peu sur ce que pourrait être la nouvelle école qu'il faudrait construire, une école qui assume le nouveau rôle qui est le sien depuis la massification, et une école qui vise la démocratisation. Et je crois que la motivation principale que l'école doit proposer aujourd'hui, que l'école doit assumer, est une motivation construite, une promesse, si vous voulez, un engagement même de l'école, qui serait construit autour des savoirs eux-mêmes, qui serait une mobilisation sur les savoirs. À la question pourquoi travailler à l'école et pourquoi étudier, je crois que l'école devrait oser répondre étudier, eh bien, pour apprendre, pour savoir, pour comprendre, pour accéder à la culture, pour se trouver soi-même. La culture, qu'est-ce que c'est? J'aime bien la définition qu'en donne Philippe Mérieux, Mérieux, M-E-I-R-I-E-U. Philippe Mérieux explique que la culture, c'est ce qui permet de se trouver soi-même par la médiation de l'autre, dans sa différence. À première vue, ça paraît un peu compliqué comme définition, mais si on veut y mettre tout, effectivement, on est peut-être un peu obligé de faire une définition compliquée. Alors, je répète, ce qui permet de se trouver soi-même, parce qu'au fond, dans la culture, on se trouve soi-même. La culture, elle nous parle de nous. Et si une œuvre d'art ou une réalité scientifique nous interpelle, c'est justement parce qu'elle nous parle de nous. Et elle nous parle de nous, euh, pas directement, ce n'est pas un simple miroir. Elle nous parle de nous à travers l'autre, à travers celui qui l'a créé, celui qui l'a imaginé, celui qui l'a inventé, celui qui l'a découvert. Et c'est donc par la médiation de l'autre, et c'est aussi parce que l'autre nous est différent, hein, par la médiation de l'autre dans sa différence, que la culture nous est fructueuse, nous apporte quelque chose. Et donc l'école devrait se mobiliser là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. C'est ce que l'école défend. L'école défend l'idée que elle sert au fond moins à l'insertion professionnelle, par exemple, comme pour prendre un des exemples qu'on avait évoqué, que à la construction d'individus, on avait parlé de l'individualisation de la société d'individus, mais justement d'individus qui apprennent à se trouver eux-mêmes et à se construire eux-mêmes, des individus qui se donnent des repères, des individus qui s'inventent un parcours de vie. Et l'école doit jouer son rôle de ce point de vue-là, et que ce soit l'accès aux mathématiques, à l'éducation physique, à la géographie, à la chimie ou à la technologie, eh bien, cela sert à se trouver de cette façon, à se construire soi-même. Et il faudrait réussir
à faire admettre ça aux élèves. Alors, vous me direz, c'est peut-être un peu banal ce que je dis encore une fois, l'école a toujours souhaité enseigner des savoirs et a toujours assumé son rôle de lieu de culture. Oui, tout à fait. Il n'empêche que longtemps, cela n'a pas été une priorité. Longtemps, cela n'a pas été une priorité, ce n'est pas la priorité qui a été mise en avant, et ce n'est pas autour de cette priorité que s'est construite l'école. Or, les priorités qui ont pu exister par le passé, bon, que j'avais cité la dernière fois, j'y reviens pas, ces priorités ont perdu de leur actualité. Et donc, il faut aujourd'hui réinventer l'école pour bien assumer son rôle de lieu où on transmet des savoirs. Et une école qui n'aurait pas peur de dire, peu importe que tu... Enfin non, pas peu importe, on va tourner ça autrement. Une école qui n'aurait pas peur de dire, il est important que tu fasses des études, même si au bout du compte, c'est pour occuper une profession, une fonction dans la société, alors une fonction en tant professionnelle, hein. Après il y a d'autres fonctions, des fonctions civiques notamment, et là c'est autre chose, mais pour occuper une fonction qui ne sera pas forcément à la hauteur de ton niveau de formation. L'école n'est pas un lieu de formation professionnelle. L'école apporte une culture qui permet la formation professionnelle. Mais l'école n'a pas pour rôle l'insertion professionnelle. L'école a pour rôle de construire une culture, et une culture qui soit commune à tous les élèves, justement pour faire société, et pour accéder aux politiques, c'est-à-dire à la conscience civique, à la conscience de faire partie d'une société, avec ce que ça suppose d'acceptation de l'autre. Et justement, c'est la culture est un élément fondamental pour cela. Et au fond, alors on dit souvent, mais oui, mais ça sert à rien de mener tout le monde à bac+5, parce que de toute façon, il n'y a pas assez d'emplois de cadres supérieurs. Eh bien, je crois que l'école pourrait assumer de dire, eh bien si, il est important que tout le monde ait bac+5. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais l'idée est là, il est important que tout le monde fasse des études, parce qu'au fond, le but, ce n'est pas d'avoir un emploi de cadre supérieur, c'est d'avoir une culture supérieure. Et pour ça, il faut réussir à sortir de la tête des enfants l'idée que si tu vas à l'école, c'est pour apprendre un bon métier. Voilà, et si tu veux, si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon métier. Et si tu ne travailles pas bien à l'école, eh bien tu n'auras pas un bon métier. Bon, c'est évidemment pas totalement faux, mais ça ne peut plus être la seule motivation. Sinon, très vite, les enfants peuvent vous répondre, ah oui, mais moi je connais le grand frère de mon copain, il a bac+5 et il est au chômage. Oui, et bien dans ces cas-là, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Alors, on peut toujours répondre, hein, oui, lui il est au chômage, mais il a quand même plus de chances de trouver un emploi que son voisin de palier qui, lui, n'a pas fait d'études et qui est aussi au chômage. Et c'est vrai que statistiquement, on trouve l'insertion professionnelle plus facile quand on a fait des études, certes. Mais enfin, c'est un peu désespérant d'en arriver à ce genre de motivation, à ce genre de discours, et on peut comprendre que ça nourrisse la désespérance et la révolte. Par conséquent, je crois que l'école doit, je ne veux pas dire inventer un nouveau discours, parce qu'elle l'a déjà et elle le défend déjà, mais l'assumer jusqu'au bout, en tirer toutes les conséquences, et se dire qu'il faut qu'elle devienne une école qui a cette priorité-là. Voilà ce que je voulais dire pour compléter un petit peu ce que j'ai pu dire la dernière fois sur la nécessité de transformer l'école, notamment pour réinventer, réactualiser ce qu'on pourrait appeler la promesse scolaire, ce que l'école a à promettre en échange des efforts que l'on fait pour y travailler. Aujourd'hui, je voudrais aborder un autre sujet que je titre que j'intitule d'une façon un peu provocatrice, changer les enseignants. Je mets quand même un point d'interrogation, ça ne va pas de soi. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut changer d'enseignant, je veux dire qu'il faut, je veux poser la question de la nécessité et de la possibilité
de les transformer. Pas de les remplacer, mais de les transformer. Voilà, quand je parle de changer, ça serait les transformer. Alors, pourquoi poser cette question un peu provocatrice? Parce que ce que j'ai essayé de montrer la semaine dernière, c'est que le cadre institutionnel, et même au-delà le débat public, mais ça on y reviendra, mais le cadre institutionnel en tout cas, ne favorise pas les changements nécessaires de l'école. En fait, le cadre institutionnel de l'école, qui est au fond le modèle du lycée d'autrefois, qui a été généralisé au système scolaire à la faveur de l'unification entre le réseau primaire et le réseau secondaire dans les années 60-70, le cadre institutionnel hérité de cette fusion qui n'a jamais été réellement pensée, délibérée et planifiée, le cadre institutionnel hérité de cela, au fond, ne favorise pas réellement les changements pourtant nécessaires de l'école. Alors, si le cadre institutionnel ne change pas l'école, eh bien peut-être que si on veut vraiment changer l'école, puisque je pense avoir montré la semaine dernière que c'était une nécessité, eh bien peut-être que on pourrait compter sur les enseignants pour changer l'école. On pourrait compter sur l'investissement personnel des enseignants. Au fond, l'institution elle-même n'a pas changé. Oui, peut-être que les enseignants peuvent se retrousser les manches parce que c'est eux quand même qui font fonctionner l'école et c'est peut-être eux qui pourraient changer l'école. Alors, pour introduire un peu ce problème-là et pour essayer de poser une problématique, moi je dirais que quand on fait des enquêtes, les sociologues ont beaucoup étudié le monde enseignant, quand on fait des enquêtes dans le monde enseignant, on constate que les enseignants sont très investis dans leur travail et qu'ils sont véritablement préoccupés par leurs élèves. Alors bien sûr, tout le monde a l'exemple d'un professeur incompétent, d'un professeur découragé, démotivé, démobilisé. Bien sûr, on en a tous eu un ou deux, oui. Il n'empêche que la proportion de ces professeurs est très, très faible, et voire même souvent que un grand nombre d'entre eux d'ailleurs n'est peut-être pas aussi démobilisé qu'on veut bien le croire quand on est élève. Et d'une manière générale, on constate qu'il s'agit d'un métier que ces professionnels s'approprient réellement et qu'ils font avec une certaine part d'idéal et un investissement qu'il compte peu. Je ne veux pas dire qu'il ne compte pas, mais qu'il compte peu. Et il y a un véritable dévouement dans la profession enseignante, et ça, toutes les enquêtes sociologiques le montrent. Alors, est-ce que c'est bien nécessaire de changer les enseignants? J'ai montré quand même que oui, mais j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de mettre en cause la valeur et le sérieux de leur investissement professionnel. Peut-être plutôt de constater que les choses ne sont pas faites pour que cet investissement professionnel porte ses fruits. Et donc que changer les enseignants est une belle formule, mais que c'est pas facile et que ça se heurte à tout un ensemble de déterminations.